RCF, émission spéciale. Béatrice Descamps, est-ce que vous avez déjà participé à ce tour du Saint-Cordon ? Oui, bien sûr. J'y ai participé avant d'être élue et j'y participe aussi régulièrement. Je pense chaque année j'y suis depuis que je suis élue, mais avant également. En tant que Valenciennoise ? En tant que Valenciennoise, bien sûr. Parce que ça fait partie de la vie des Valenciennois ? Tout à fait. Oui. Comment est-ce que vous décririez justement cette relation qui unit les habitants de Valenciennes à cette tradition, cette fête, ce rite ? Oui, justement, vous avez employé des mots importants. Vous avez dit à la fois tradition, vous avez dit fête, vous avez dit rite, et c'est ça. Le Saint-Cordon fait partie de la vie des Valenciennois. Lorsque l'on se déplace en ville, le jour du Tour Saint-Cordon, on remarque que les habitants, souvent on échange là-dessus, mais c'est notoire. Alors c'est vrai qu'il y a les personnes qui participent à la messe, par exemple, le matin, mais après, les habitants qui ne se sont pas déplacés à la messe ou sont devant chez eux et attendent le Tour. Et pourquoi ? Parce que ça fait partie de cette vie de Valenciennes. Ça fait partie de cette vie de Valenciennes depuis plus de 1000 ans maintenant, puisque le millénaire a été fêté. Père Jean-Marie Launay, vous avez écouté l'histoire qui a été retracée assez rapidement de ce tour du Saint-Cordon que vous connaissez par cœur. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce tour ? Non seulement il en reste, mais il a beaucoup augmenté, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des décennies, des siècles. Et il a beaucoup aussi changé au fur et à mesure des siècles. Ce qui montre bien, c'est que le Tour s'adapte à la période dans laquelle il s'inscrit. Et en fait, moi j'ai envie de dire, le Tour du Saint-Cordon ne ressemble jamais au précédent. Et donc, moi donc je suis valenciennois aussi, donc j'ai fait mon premier tour dans le ventre de ma mère. Sur les 70 possibles que j'aurais pu faire, j'en ai fait 68. Tout parti, évidemment, selon l'âge avec lequel on le fait. Et donc je suis complètement pétri de cette tradition valenciennoise. Et c'est un rendez-vous pour vous ? Ah c'est incontournable. Quand je l'ai manqué que 2 fois dans ma vie, c'est vraiment que j'avais des obligations impératives. Une année j'étais au Gabon, une autre année j'étais à la conférence des évêques de France où j'ai eu un mandat de 6 ans. Et donc là c'était vraiment l'année où je pouvais pas y aller, c'était un temps très important. Mais pour moi ça fait partie complètement de mon identité, à la fois humaine, citoyenne et spirituelle, puisque c'est pour moi la source de ma vocation de prêtre. Alors pardon pour les questions un peu basiques, mais ça peut paraître tellement étrange à certaines personnes qui nous écoutent de savoir concrètement ce qu'il se passe, qu'est-ce que ça signifie. Qui peut me dire ce qu'il se passe, non pas le 8 septembre, puisque ça a été déplacé au 2e dimanche de septembre. On a entendu, Madame Descamps, vous disiez, il y a d'abord une messe, qui veut venir participe. Ensuite, que se passe-t-il ? J'ai envie de d'abord revenir sur la messe, parce que c'est quand même un rendez-vous incontournable, parce qu'elle est en plein air, parce qu'aucune église ne peut contenir les 3000 personnes qui y participent, à 8h30 du matin quand même. Et donc, avec au premier rang l'ensemble du conseil municipal, les députés, les conseils départementaux, régionaux, le sous-préfet est toujours présent également. Enfin, on voit vraiment, entouré aussi d'un service de sécurité important. Tous les prêtres de l'agglomération sont là aussi. Et il y a toujours un évêque invité, avec notre archevêque. Donc cette année, ce sera Monseigneur Feillet, évêque de Sées, qui va revenir. Il est du coin, il était curé de Valenciennes, il était nommé évêque il y a pile 10 ans, et à l'occasion de ces 10 ans d'épiscopat, c'est lui qui viendra présider. Donc ça, c'est la messe, c'est quand même un temps très important. Le coup d'envoi, le rassemblement, le temps d'accueil. Voilà, on va dire que c'est le préambule au tour. Voilà. Et c'est le tour se met en route à la fin de la messe, en 3 temps. Le petit tour en ville, à l'intérieur des remparts, le grand tour à l'extérieur des remparts, qui fait 14 km, et le retour en ville, qui fait 1000 mètres à peu près, où tout Valenciennes accueille Notre-Dame qui retrouve son sanctuaire. Le petit tour en ville, comment ça se passe ? Il est différent du tour à l'extérieur des remparts. Denis Bugnoc. Alors, le petit tour est réservé, comme on disait tout à l'heure, au corps constitué. Principalement la municipalité, les membres d'associations des écoles, une confrérie comme par exemple depuis peu maintenant des confréries de Cambrai, les gardes de Notre-Dame de Grâce viennent nous rendre visite à cette occasion-là avec leur bannière. Ils vont pouvoir porter Notre-Dame. Ça va être aussi des sœurs
des différents couvents, ou des différentes qui sont ici autour. Tout ce monde-là ensemble, mélangé. Alors, séparément, chacun a son numéro dans le cortège, dans la procession, et à tour de rôle, ils vont se relayer. Ça va être aussi l'association des marcheurs de Notre-Dame, qui sont aussi très actifs à soutenir le Saint-Cordon, à le promouvoir lors d'autres processions autour de Valenciennes, Maubeuge ou autres dans la région et dans le département. Dans ceux que vous venez et celles que vous venez de citer, il y a donc aussi les élus en premier lieu à l'intérieur de la ville. Béatrice Descamps, vous avez participé en tant qu'élu ? Oui, bien sûr. Mais moi, je suis très fière, au moment où je peux le faire, chaque année, de le faire, bien évidemment. Ensuite, il y a un changement de manteau et on sort. Comment ça se passe, Père Jean-Marie ? Alors, ce qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est l'importance de la fanfare, qui se trouve donc dans le Petit Tour en Ville, qui scande en fait le rythme du Petit Tour en Ville, avec les airs traditionnels, dont le fameux Reine des Cieux, qui équivaut ici localement à la Marseillaise. Tout le monde connaît Reine des Cieux, qu'on chante à tue-tête avec les tambours, voilà. Et donc c'est un chant digne du 19e siècle, très très rythmé, et qui aide à la marche, bien sûr. Et effectivement, donc la Vierge est portée donc par 6 personnes. La statue pèse quand même 125 kilos, faut comme le savoir, elle est lourde, et elle porte ses attributs d'honneur. Son manteau du millénaire, sa couronne numéro 1, son sceptre d'or, voilà. Et effectivement, arrivé à la limite de ce qu'étaient autrefois les remparts, il y a un arrêt dans une école catholique, l'école Marie-Immaculée, où elle va se préparer pour son grand tour. Il est midi. Les élus se retrouvent autour d'un petit café, on devise, l'archevêque les rencontre. Ah, l'archevêque est présent aussi. Ah, tout le temps, oui. Il fait les 17 km, lui, heureusement. Oui. Et donc, et la changement de tenue, elle me revêt son manteau de campagne, qui vient d'être changé d'ailleurs pour être davantage à proximité de ceux qu'elle va rencontrer pendant le grand tour. Et elle se prépare pour son grand tour. Alors là, c'est comme une joyeuse marche. Il n'y a pas du tout d'ordre établi. Denis en parlera évidemment parce que on s'inscrit sur une liste pour porter. Comment ça se passe ? Alors voilà, ça Denis, ça va être son ça c'est son travail, ça essentiel. Mais vraiment, l'archevêque est au milieu de tout le monde avec les prêtres, etc. C'est extrêmement comme une joyeuse pagaille, mais extrêmement fraternelle en fait. Vous avez dit tout à l'heure que certaines personnes sortent de chez elles pour attendre. Ah mais complètement. Oui. Alors vous entendez des la voilà. Donc on sait que c'est la Vierge qui arrive, les gens ils sortent, et il y a des arrêts officiels de Notre-Dame du Saint-Cordon avec des pancartes où la statue s'arrête, les royers s'arrangent pour que la statue vraiment s'approche au plus près des fenêtres où il y a des malades ou des chaises roulantes qui se trouvent sur le bord des trottoirs. Et elle fait halte aussi dans toutes les églises du parcours. Il y en a quand même 5 sur l'ensemble du parcours, 5 arrêts majeurs où elle va rentrer dans les églises où il y a déjà une foule qui les attend, tout le quartier. Enfin, c'est quand même extrêmement... et surtout aussi l'arrêt à la maternité, ce qui est quand même tout à fait unique. Qu'est-ce que c'est que cet arrêt à la maternité ? Au centre hospitalier de Valenciennes accepte que la statue de Notre-Dame rentre dans la maternité et tous les petits nouveau-nés de la nuit sont présentés à la Vierge et viennent sous son manteau. C'est un moment très très émouvant. Très émouvant. Je l'ai vécu en tant que mamie. Vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu. J'étais le matin donc à la messe et au petit tour. Donc, et puis j'ai un petit-fils qui était né quelques jours avant. Et pour tout vous dire, je ne me souvenais pas que la Vierge allait arriver à la maternité. Ça doit faire un choc. Ça a été, oui, parce que je ne m'en souvenais pas, très honnêtement. Et j'étais dans la chambre avec ma fille, mon petit-fils. Malheureusement, son état de santé faisait que lui n'a pas pu descendre. Mais avec ma fille, nous sommes bien sûr descendus. Et je peux vous dire... c'est difficilement d'ailleurs exprimable. Toute l'émotion qu'a été la mienne alors que j'étais là le matin. Mais d'être là avec ma fille et mon petit-fils qui venait de naître, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et de voir après, lorsque Notre-Dame repart, les sages-femmes porter Notre-Dame sur l'allée qui mène au boulevard, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, j'avais vraiment vécu et j'en aurais parlé si tu n'en avais pas parlé, parce que ce sont des moments forts, ces moments-là. Et c'est important ce que vous venez de dire, parce que, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, Père Jean-Marie,
les Valenciennois se déplacent pour aller voir la Vierge, mais la Vierge se déplace et vient à la rencontre des habitants. Denis Bugnoc, on parlait un instant de cette procession. Finalement, vous avez en charge le déroulement pratique. Comment ça se passe ? Alors, je vais revenir, c'est sur la rencontre. C'est vraiment la Vierge, on a en charge de faire pèleriner la Vierge avec les Valenciennois à la rencontre des Valenciennois pour mettre ceux qui le demandent sous la protection de la Vierge. Et ça, c'est des moments très très émouvants. Alors, les royers ont en charge l'organisation matérielle, la sécurité du brancard et de Notre-Dame pour canaliser la foule et organiser les portages. Puisqu'en fait, sur le petit tour, on l'a dit, c'est la mairie, les corps constitués, avec la fanfare de Beuvrage actuellement devant maintenant, mais sur le grand tour, c'est vraiment tout le monde peut porter, qu'il soit croyant, qu'il soit d'une autre confession. Enfin, c'est vraiment un partage très important. Et donc, on canalise ces changements de porteurs pour éviter qu'elles ne tombent, qu'il y ait des bousculades et que tout se passe bien. Quelle est la démarche des porteurs ? Alors, on peut avoir des souvenirs, celles et ceux qui vont à la grotte de Lourdes, qui touchent la grotte, par exemple, on n'en est peut-être pas là, mais quelle est la démarche personnelle de celles et ceux qui décident de venir porter cette statue ? Alors, chacun a vraiment quelque chose de très, très personnel. Ou c'est pour rendre grâce, ou c'est pour demander une grâce. C'est beaucoup pour remercier. C'est vraiment un échange, je pense, spirituel entre le pèlerin et Notre-Dame physiquement, mais tout à fait personnel. Béatrice Descamps, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je pense que pour certaines personnes, c'est tout simplement aussi la fierté. La fierté, mais dans le bon sens du terme. Fierté de porter Notre-Dame. Est-ce que les... Ah oui, Père Jean-Marie, allez-y avant de dire... Oui, ça me revient le témoignage de jeunes l'année dernière qu'il est pour la première fois porté la statue et un écrivait sur son petit journal de bord j'avais l'impression que Marie posait la main sur mon épaule et de sentir le poids quand on quitte la statue au bout de 300 mètres, vous sentez pendant tout un temps le poids de ce que vous avez porté et ça dépasse le côté physique. La main de Marie sur son épaule. La main de Marie sur son épaule, c'est beau, c'est symbolique, mais ça dit aussi ce qui vient d'être dit à l'instant avant de passer aux infos. Est-ce que c'est ouvert à tous ? Est-ce que tout le monde peut participer ? Les Lillois, les Amiénois, ou est-ce que c'est vraiment très valenciennois ? On a rencontré des gens qui venaient de Suisse. Des gens qui venaient du Luxembourg, des gens qui venaient de Nice, des gens qui venaient de Saint-Quentin. Donc vous êtes accueillant, on peut venir sans problème. Même s'il y a quand même une spécificité locale tout à fait affirmée, c'est vraiment Valenciennes qui célèbre sa patronne. En même temps, il y a un intérêt grandissant de par sa notoriété depuis, j'oserais dire, le millénaire, qui fait que de plus en plus de monde s'intéresse un peu à ce qui se passe, mais on en parlera sans doute tout à l'heure. Ils restent minoritaires, mais ils sont présents. Et cette année, il y a le séminaire d'Orléans, par exemple, qui va venir avec 38 prêtres et séminaristes pour vivre toute la semaine de fête du Saint-Cordon, pour donner une idée de l'intérêt que ça peut susciter. Et de la dimension plus que locale, plus que régionale autour de ce Saint-Cordon. Cette émission Cause Commune, je vais vous retrouver dans un instant, mais cette émission Cause Commune, donc je le rappelle, en direct de Valenciennes, se poursuit. Nous sommes toujours installés sur la place d'Armes, c'est à la brasserie Le Président, que l'on remercie puisqu'on est très bien accueillis. On va revenir dans la deuxième partie sur l'inscription au PCI, au patrimoine culturel immatériel. Mes invités, Béatrice Descamps, députée, le père Jean-Marie Launay, curé et doyen du Saint-Cordon, et Denis Bugnoc, président de la confrérie des Royers. Vous restez avec nous et vous avez bien raison. Mais en attendant, on va faire un point sur les informations puisque à l'horloge de RCF Hauts-de-France, il est précisément 18h30. Retour à Valenciennes. RCF, émission spéciale. Pour la deuxième partie de cette émission consacrée autour du Saint-Cordon inscrit cette année au patrimoine culturel immatériel, nous sommes toujours en direct avec Béatrice Descamps, députée, le père Jean-Marie Launay, curé doyen de Valenciennes et recteur du sanctuaire du Saint-Cordon, et Denis Bugnoc, président de la confrérie des Royers. Denis Bugnoc, j'aimerais qu'on vienne avec vous sur cette sorte de famille des Royers.
Est-ce que vous avez été élu? Est-ce que vous avez été nommé? Est-ce que vous avez reçu un appel? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient président de la confrérie des Royers? Et à quoi ça engage? Je vous vois sourire. Alors, Royer, on a l'habitude de dire qu'on est appelé. Beaucoup de confrères, et à commencer par moi, on est abordé par un Royer. On n'a jamais à l'idée, je n'ai pas entendu encore un confrère qui avait à l'idée de... Oui, Voilà, bon, on peut plus... Voilà. Et un jour, on est appelé, un Royer vient nous voir, tiens, tu viendrais pas nous rejoindre à la confrérie et tout? La première chose qu'on fait, c'est mais moi, pourquoi? Enfin, est-ce que j'en suis digne? Est-ce que... voilà, la plupart, c'est ça. Et ensuite, on fait son chemin dans la confrérie, on est Royer. Alors, au sein de la confrérie, il faut être parrainé. Le parrain présente la candidature à partir du moment où le Royer, candidat, a fait acte de candidature et de profession de foi. Ensuite, il est en principe accepté. À partir de là, donc, il va être intronisé. Il va commencer par une année de découverte. Est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'il nous convient? Ensuite, il passe au Royer à la suite. Royer à la suite, on peut y être à vie. À partir du moment où on commence à être Royer, que ce soit on a des découvertes, on est au service de Notre-Dame. On a prêté serment et engagement à Notre-Dame. Vous êtes Royer à vie? On est Royer. Vous personnellement? À partir du moment où on est Royer, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Et vous êtes président de la confrérie jusqu'à la fin? Non. Donc, une fois qu'on est Royer à la suite, on peut être appelé à être Royer actif. Royer actif, on est actif de toute façon quand on est au service de Notre-Dame. Mais ça fait partie d'une catégorie de Royer qui peut prendre des responsabilités au sein du bureau élargi, au sein du bureau restreint, puisque président, trésorier ou autre. Et je précise que c'est une activité bénévole, oui. Que tous font ça en dehors de leur activité professionnelle. Vous avez tous un plein temps à côté. Oui. C'est en plus de tout ça. Et donc on est en association loi 1901 depuis plusieurs années, depuis début 2000, et c'est après le millénaire. Et on peut être président 2 fois 5 ans. Pas plus. Est-ce que vous avez des lieux particuliers pour vous retrouver, des rites, des initiations d'approfondissement? Pas particulièrement, non. On se retrouve à la maison paroissiale, on se retrouve chez l'un, chez l'autre. On fait des réunions déjà de travail pour la préparation du tour, pour la neuvaine, pour le jeudi d'Ascension et la visitation, puisque une fois par an également, on emmène Notre-Dame. Notre-Dame nous emmène, parce que souvent on a des surprises extraordinaires. Elle seule sait où elle nous accompagne, mais c'est un échange. On reçoit 1000 fois plus, 100 fois 1000 plus que 100 000 fois plus que nous donnons. Quoi. Vous citez une maison paroissiale, vous citez la visitation d'Élisabeth. C'est un engagement de foi. Oui, il faut quand même être croyant, catholique, pratiquant, croire au Christ, croire en Notre-Dame, en Marie. Oui, ça c'est un incontournable. Mais on ne fait pas partie du clergé. C'est ça. Comme on ne fait pas partie de la municipalité. On est vraiment le trait d'union entre la société civile et le clergé. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Ce trait d'union donc entre clergé, religion, religieux et société civile, parlementaire, élue. Vous êtes le trait d'union. Oui. C'est comme ça que vous le vivez. Oui. Et c'est comme ça aussi, Béatrice Descamps, que vous voyez les Royers? Oui, tout à fait. Lorsque l'on parle du Tour Saint-Cordon, lorsqu'on échange sur le Tour Saint-Cordon, comme on a pu le faire à plusieurs reprises, justement lors de nos premiers échanges, on va en parler après pour cette inscription, forcément on se tourne aussi vers les Royers. Parce que Tour Saint-Cordon, Royer, bien évidemment. Le Père Launay, la paroisse, les Royers. Depuis 1000 ans, depuis maintenant plus de 1000 ans. Alors venons-en maintenant donc à cette fameuse inscription au patrimoine culturel immatériel obtenue en mars de cette année 2023, annoncée un peu plus tard, annoncée en avril, le mois dernier. Père Jean-Marie Launay, vous avez porté,
vous avez travaillé ce projet, vous l'avez ciselé en quelque sorte pour qu'il aboutisse. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure à ce point ? Le Tour du Saint-Cordon fait partie d'une histoire très riche, évidemment, vous l'avez bien entendu, mais en même temps, comme toutes les traditions, ça demeure fragile. Il y a des défis, il y a des menaces, il y a des risques. Tous ceux qui sont accompagnateurs de manifestations populaires en France le savent bien. Il y a des défis qui sont posés, et puis effectivement avec le risque terroriste, les restrictions que l'État nous a imposées à partir des années 2016, plus la pandémie à partir de 2020, évidemment tout cela nous a quand même un peu quelque peu ébranlé, à menacer le Tour du Saint-Cordon, même si avec une humble fierté on peut dire qu'il n'a jamais été annulé, y compris pendant la pandémie, contrairement à toutes les autres manifestations locales. Donc ça c'est vraiment mais à quel prix, enfin on y a mis beaucoup d'énergie, et donc depuis longtemps j'avais à cœur, mais alors là c'est davantage comme Valenciennois, comment protéger cette manifestation, lui donner en quelque sorte un label de protection. Évidemment l'inscription à l'UNESCO me tentait beaucoup, puisque d'autres manifestations du Nord comme le carnaval de Douai ou de Cassel sont inscrits déjà au patrimoine culturel mondial de l'humanité. Et donc c'est là que j'ai approché notre députée Béatrice. Donc, elle vous a répondu tout de suite favorablement? Complètement. Complètement, oui, c'est immédiat. Les élus sont engagés. C'est vraiment par rapport aux mandataires d'État, les sous-préfets qui bougent très régulièrement, qui n'ont aucune culture de ce qu'on a aujourd'hui, qui est en danger aujourd'hui. Mais les élus locaux, donc là vous avez travaillé main dans la main. Voilà. Les élus prennent leurs responsabilités. Voilà, donc j'ignorais que pour être candidat au patrimoine culturel mondial à l'UNESCO, il fallait passer obligatoirement depuis 2008 par le ministère de la Culture. Qui dit ministère de la Culture dit l'État, dit évidemment comment petit prêtre local frapper au ministère de la Culture. Et c'est grâce à Béatrice donc qu'on a pu avoir les portes ouvertes et être en relation avec un chargé de mission du patrimoine culturel immatériel en France. Et on a eu donc 2 ans de travail. 2 ans de travail acharné là, pour établir un dossier extrêmement pointu. Avec des navettes, des allers-retours. Avec des allers-retours, il y a eu 6 versions. C'est la 6e qui a donc été acceptée, donc élevée au titre d'inscription à l'inventaire national. Mais j'ai pas fait ça tout seul évidemment, donc j'ai fait appel à une douzaine d'auteurs, selon les spécificités de chacun que je connaissais, aussi bien au niveau de l'histoire, au niveau de l'ethnologie, au niveau du déroulement, au niveau des royers, au niveau, enfin voilà, à tous les niveaux. Et donc ça aboutit donc à ce dossier de candidature. Et c'est vrai que le 16 mars dernier, on était très très heureux, voilà, d'avoir cette inclusion, comme ils disent, à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Et puis fort aussi d'une lettre de soutien qu'on avait diffusée largement. On a recueilli près de 3000 signatures à cette lettre de soutien, plus les élus que Béatrice a sollicité dans l'arrondissement, que ce soit la vice-présidente du Sénat, que ce soit Jean-Louis Borloo lui-même qui s'est engagé. Voilà. Avant de donner la parole à Madame la députée, le Père Jean-Marie Launay, connaître, pratiquer, transmettre, ce sont des éléments un peu basiques, mais qu'est-ce qu'il fallait pour que ce Tour du Saint-Cordon parvienne à cette inscription? Il fallait vraiment que l'on s'engage à protéger justement le Tour et à démontrer au ministère qu'on mettait tout en œuvre pour que le Tour connaisse une pérennité et qu'on mettait aussi tout en œuvre pour sa transmission. Nous, évidemment, on est ici sur Terre, on est de passage, et il y a aussi des nouvelles générations, et d'imaginer, avec la confrérie des Royers, avec l'ensemble des acteurs de la pastorale catholique, et aussi avec les élus. Monsieur Capel, l'adjoint au patrimoine aussi, s'engage beaucoup sur cette dimension pour justement donner à transmettre aux générations suivantes cet héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Et on a du mal à imaginer concrètement, ça maintenant vous permet quoi? Ça vous autorise quoi? Vous avez parlé de protection, maintenant c'est une manifestation reconnue officiellement? Absolument. Alors déjà il y a effectivement une publicité qui a été faite autour de cette inscription, et surtout aussi pour que les autorités de l'État qui se succèdent très vite, vous le savez, dans les préfectures et les sous-préfectures, en arrivant à Valenciennes, puissent immédiatement savoir que ici il y a une tradition inscrite par le ministère de la Culture à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. C'est pour nous une force.
Béatrice Descamps, vous êtes députée depuis un petit moment maintenant. De quelle manière est-ce que vos contacts vous ont permis, ou de quelle manière est-ce que vous avez fait avancer ce projet? Le père parlait à l'instant d'avoir ouvert des portes. Oui, effectivement. Tout à l'heure, on parlait de trait d'union. Moi, ici, en toute modestie, je ne vais pas parler de trait d'union, mais de relais. Et je pense que les élus que nous sommes au niveau national, donc en tant que parlementaires, sont là aussi pour faire le relais entre le territoire et le niveau national et porter les sujets qui sont nécessaires, porter la voix du territoire lorsque cela est nécessaire de la porter au niveau national. Et c'est vrai que bien évidemment, je connaissais bien le Tour Saint-Cordon aussi, donc je savais toute l'importance que d'aller en parler au ministère. Lorsque Jean-Marie m'en a parlé, j'y croyais. J'y croyais vraiment. On a parlé de sa longévité et on a aussi parlé de sa pérennité. Et je savais que c'était des éléments qui seraient importants. Et donc ma première démarche a été effectivement de demander rendez-vous au ministère de la Culture. J'ai rencontré un conseiller avec qui j'ai échangé et expliqué ce qu'était le Tour Saint-Cordon pour les Valenciennois. Parce que je pense que c'est pour le territoire valenciennois. Je parlais en tant qu'élu du Valenciennois. Et il m'a écouté. On a échangé assez longuement. Je lui ai aussi donné des documents. Et puis, c'est lui qui m'a ensuite orienté vers les personnes chargées de mission particulièrement qui pourraient nous guider et nous accompagner si effectivement ce chargé de mission pensait que l'on pouvait porter ce dossier et le mener à bien. Donc la première étape, ça a été donc ce rendez-vous avec les conseillers, puis ensuite plusieurs auditions avec le chargé de mission, certaines en visio d'ailleurs, puisque c'est arrivé au moment aussi de confinement, crise sanitaire, certaines, moi j'étais à Paris, vous étiez à Valenciennes, enfin bref, mais pourquoi je dis cela? C'est parce que une fois que ça a été lancé, bien évidemment ce n'est pas moi qui fais le travail, mais il me tenait à cœur de rester proche de ce travail qui était fait. Vous dites que vous auriez pu vous retirer, mais vous avez continué. Bien sûr, j'aurais pu. J'avais quelque part fait ce que j'allais pas dire jouer mon rôle d'élu parce que je l'avais fait naturellement. Mais après, c'est vrai qu'il était important pour moi de continuer à accompagner et à dire au Père Launay, à dire au Royer, s'il y a encore quelque chose que je peux faire pour faciliter les choses, je le ferai. Et c'est vrai que nous avons, même avec mon équipe, mon équipe. De collaborateurs. Alors certains seront étonnés pourquoi une élue demande à son équipe de travailler sur le Tour Saint-Cordon. Et vous n'avez pas eu de remarques en ce sens? Mais non, absolument pas. Parce qu'ils sont d'ici. Parce qu'ils sont d'ici. Ouais. Parce qu'ils sont Ils ont donné des idées. Voilà, et puis ils sont valenciennois. Donc parmi mes collaborateurs, il y en a qui n'étaient jamais allés au Tour Saint-Cordon, mais qui le regardaient parce qu'ils l'ont toujours connu en tant que valenciennois. Donc c'était une évidence. Là, j'étais en tant qu'élu avec mes collaborateurs pour travailler sur quelque chose qui fait partie de la vie des Valenciennois. Denis Bunioc, je vais vous donner la parole, mais tout de même, quand une députée prononce ce genre de mots, quand un homme ou une femme politique mouille la chemise à ce point, on pense aux intérêts électoraux sous-jacents. Est-ce que le Saint-Cordon, c'est une valeur sûre? Est-ce que je peux dire que je n'aime pas cette question? Non, parce que voilà, ceux qui me connaissent, je vous pardonne, parce que vous ne me connaissez pas, je pense. Non, ce que je fais, je ne le fais jamais, électoralement parlant. Je ne vois pas pourquoi voilà, non. J'ai pas... voilà. Au moins c'est clair. Au moins c'est très clair. La réponse. Je pense que même les autres élus de Valenciennes n'ont même pas eu l'idée parce qu'elles défendaient le Valenciennois. Et puis c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous étiez là pour finalement faire remonter une demande, une volonté des Valenciennois en tant qu'élu. Voilà. Mais tout à fait. Denis Bunioc, en tant que Royer, ce classement, cette inscription, qu'est-ce que ça vous change, vous? Parce qu'on comprend bien pour le Tour du Saint-Cordon, pour la ville de Valenciennes, mais en tant que confrérie des Royers, finalement, vous étiez là avant, vous serez là encore après, enfin ils seront là, les Royers. Qu'est-ce que ça change? Alors, le doyen l'a bien précisé tout à l'heure, avec les attentats
avec le Covid, on avait de plus en plus de difficultés au niveau sécurité à organiser le tour, à sécuriser le tour. Et il a fallu que l'on démontre que l'on était responsable, que l'on savait organiser de façon responsable et que il fallait que les autorités de police nationales et municipales apportent leur concours. Ils l'apportent pour d'autres manifestations et il fallait que ça perdure. Ça veut dire que maintenant c'est systématique. Maintenant, voilà. C'est un atout que l'on a. Donc, quels que soient les futurs sous-préfets qui vont arriver, voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, la responsabilité de monsieur le maire est aussi très importante dans la décision. C'est-à-dire que parce c'est que cette année le classement, mais si monsieur le maire n'avait pas dit l'année dernière, il l'avait déjà dit à la fin du tour d'avant, le prochain pèlerinage, la prochaine procession, elle se fera comme avant les attentats, pèleriner complètement, puisqu'on avait fait des pauses, il y avait des tronçons portés, non portés, c'était plus le tour. Donc, monsieur le maire avait vu que ça pouvait se faire, il pouvait nous faire confiance, nous Royer. Donc ça, c'est une grande fierté. C'est aussi une très grande responsabilité, mais avec l'aide de Notre-Dame, je sais pas, tu le disais tout à l'heure, on ne doute pas. Tu n'as pas douté quand tu es allé voir le ministère de la Culture. Moi, je n'ai pas douté non plus. On y est arrivé. Et monsieur le maire a pris ses responsabilités. Il ne suffit pas d'être élu, dire voilà, j'aime bien les responsabilités. Il faut aussi savoir les prendre. Et monsieur le maire a su les prendre. Il l'a imposé au sous-préfet. Il a dit de toute façon, c'est comme ça. Et puis débrouillez-vous. Donc, la ville, les services de la ville, les services de sécurité et de police nationale préparent tout. Les services de la ville préparent tout. Mais il faut quand même l'aval de la police nationale qui leur apporte leur concours avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. Mais je crois qu'on a bien compris que ça dépassait largement le cadre de l'élu, du politique, et que c'était effectivement bien. Maintenant, qui porte le dossier? Vous avez parlé, Père Jean-Marie, tout à l'heure, de la suite, puisque vous avez dit c'est une étape pour ensuite postuler ou, je ne sais pas, ouvrir un dossier pour l'UNESCO. Comment ça se passe? Qui porte le dossier? Alors, ce qu'il faut peut-être mieux comprendre encore, c'est pourquoi aussi le Tour a été classé dans ce patrimoine culturel immatériel, parce qu'il s'inscrit dans des rituels séculaires qui sont tout à fait uniques. Et ce qui caractérise particulièrement le Tour du Saint-Cordon, comme son nom l'indique, c'est la procession circulaire. Et ces processions circulaires, donc, qui dessinent, comme le mot l'explique, un cercle autour de la ville, c'est-à-dire des personnes décident de faire le tour d'un espace pour le rendre sacré et implorer la divinité de venir protéger ce territoire. Et donc l'idée actuelle pour donc franchir une étape ultérieure vers l'UNESCO, ce serait si j'en ai l'énergie, avec toute une équipe à monter, parce que tout ça on en est dans les prémices, donc c'est de fédérer toutes les processions circulaires qui existent dans le nord de l'Europe. En France, je n'en connais qu'une, c'est celle de Valenciennes, mais on en a déjà recensé une quinzaine en Belgique. Il y en a quelques-unes aux Pays-Bas du Sud et en Allemagne de l'Ouest. Donc de se fédérer ensemble et de présenter un dossier commun à l'UNESCO pour classer au patrimoine culturel mondial l'ensemble des processions circulaires, qui ne sont toutes pas forcément en l'honneur de la Vierge. Il y a par exemple le Tour Saint-Vincent en Belgique, il y a le Tour Sainte-Vaudrue à Mons, il y a un certain nombre de processions, toutes circulaires, toutes avec une confrérie, toutes remontant au Moyen-Âge, et je pense qu'ensemble on pourrait faire une famille qui présente une candidature au niveau mondial. Alors on a bien compris que vous étiez prêtre, mais vous auriez pu aussi porter ce projet sans être prêtre, tant c'est un dossier valenciennois. Complètement, c'est pas du tout parce que je suis prêtre que j'ai porté ce projet, c'est parce que parce que vous êtes prêtre, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça nous dit finalement, ce tour du Saint-Cordon, cette mise en avant, ce classement, qu'est-ce que ça nous dit de la foi, de Dieu, aujourd'hui, en 2023 ? Ça veut surtout nous dire que tout ce qui est souvent porté par initiative du clergé, c'est souvent casser la figure. En revanche, ce qui est porté, accompagné, organisé par les laïcs, par le peuple, ça tient. Toutes les manifestations populaires religieuses en France qui tiennent, ce sont celles qui sont tenues par des laïcs. Pourquoi ? Parce que le prêtre est de passage. Et le peuple, il est, lui, le permanent.
Et c'est lui qui entretient son patrimoine, c'est pas le clergé. Et le clergé souvent a des bonnes idées, je pense, mais en même temps, 10 ans, 15 ans après, il est parti. Et donc, changement de curé, changement de sifflet. Et tandis que le peuple, il reste là, il est permanent, et il tient vraiment complètement à son patrimoine, et c'est bien cela qui a été inscrit ici au ministère de la Culture. Un changement de curé, changement de sifflet. Tout à l'heure, vous aviez parlé de ces porteurs qui disaient que, ce jeune porteur qui disait qu'il ressentait la main de Marie posée sur son épaule. Ça veut dire aussi que la foi est bien présente et vivante, pas pour tout le monde, mais elle est... Absolument, à la mesure de chacun. Ça, c'est vraiment dans le secret des cœurs, qu'il y a cette relation à la Vierge qui est tout à fait particulière. Je vais bientôt aller à un sanctuaire à côté qui est pour Sainte Rita. On voit bien aussi qu'il y a une foi populaire colossale, encore plus grande d'ailleurs pour Sainte Rita que pour la Vierge. Mais ici, on sent bien que l'arrivée de la Vierge, il y a à la fois de l'émotion religieuse, mais ça touche quelque chose au plus profond de chacun, dans son mystère, dans sa relation à Dieu. Le mot de la fin, parce qu'on va bientôt refermer cette émission. Denis Bugnoc. Moi, je dirais, dans le sens du doyen, c'est tout simplement que Notre-Dame est à Saint-Géry. Tout au long de la journée, l'église est ouverte. Il y a des gens qui vont voir la Vierge. Et ils ne vont pas forcément à la messe, ils sont pas forcément plus pratiquants, mais ils passent voir la maman du ciel. Voilà. Béatrice Descamps, le mot de conclusion. Écoutez, un mot de conclusion peut-être, ce que Jean-Marie disait précédemment par rapport au rôle qu'est le tien, quel est celui du clergé par rapport à la population, par rapport aux citoyens. Je pense aussi que, moi je vais retenir que l'importance de travailler ensemble, de porter ensemble et de montrer que l'on peut ensemble porter des projets pour notre territoire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Père Jean-Marie Launay, Denis Bugnoc et Béatrice Descamps, d'avoir participé à cette heure en notre compagnie en direct sur RCF Hauts-de-France depuis la brasserie Le Président, que l'on remercie, place d'Armes à Valenciennes. On se quitte en musique avant de retrouver les infos nationales et internationales de Baptiste Madinier. On se quitte avec Jean-Louis Murat qui vient de nous quitter. Merci à tous les trois. Avoir idée de la cause, la naissance des temps nouveaux me surprit bien.